C'était mon rêve d'enfant de vivre au Québec quand j'étais petite et aujourd'hui ça fait 8 ans que j'y suis. Donc aujourd'hui on fait 3 recettes québécoises en version végane et je réponds à vos questions sur l'immigration et la vie au Québec. On y va. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Eline, je suis une chef végane depuis 10 ans immigrée au Québec. J'ai créé l'application Patates et Cornichons qui est la première app francophone de cuisine végane. Donc pour les 3 recettes d'aujourd'hui, je voulais faire des plats qui ne sont pas encore sur mon app puisque vous avez déjà une pas pire sélection de recettes québécoises sur l'app que je vous mets à la une aujourd'hui avec évidemment des incontournables véganisés comme la poutine, les queues de castor, la tourtière ou le pâté chinois. Donc aujourd'hui on cuisine 3 inédits, un macaroni à la viande, un pudding chômeur qui est un gros classique qui manquait vraiment sur mon app et on va se faire une petite épluchette de maïs avec des beurres travailler aussi. Le macaroni à la viande, c'est vraiment un gros basic des soirs de semaine. Je suis sûre que les Québécois vont même pas comprendre que je considère ça une spécialité locale. C'est même jamais servi au restaurant, je crois. C'est vraiment un plat de famille, pas cher, réconfortant et facile à faire. En gros, c'est des macaronis à la sauce tomate, à la viande et gratinés au fromage. Aujourd'hui, on va faire ça en version véganisée, bien sûr, avec du tofu râpé bien grillé. Le tofu râpé, c'est une très bonne alternative à la viande hachée. Souvent, on voit plus des recettes avec la protéine de soja texturée, que j'aime beaucoup aussi, mais ça fait du changement et c'est aussi un aliment qui est plus accessible en grande surface. Et ensuite, on va faire griller ça à la poêle avec un oignon. Le meilleur moment, on va mettre tout ça à gratiner au four avec du fromage vegan dessus. C'est si lourd! Le fromage râpé, vous me demandez tout le temps lequel je prends. Là, c'est le Daya que j'aime beaucoup au Québec. Il est disponible dans toutes les grandes surfaces. Ils font très bien. Il y a aussi le Plantahead au Québec que j'aime bien, c'est une marque québécoise aussi, mais par contre il est difficile à trouver maintenant. En France, je peux pas trop vous répondre parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas testé de nouvelles alternatives, mais dites-moi en commentaire si vous êtes en France et que vous connaissez un fromage râpé qui fond bien et qui est disponible en grande surface, comme ça les autres personnes pourront prendre la référence. Pendant que ça gratine, j'ai vos petites questions en même temps. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la France? C'était mon rêve d'enfant vraiment, je venais depuis l'enfance avec mes parents et ma sœur en vacances ici quelques fois. En fait, mon père a plus ou moins travaillé avec des clients québécois, donc c'est comme ça qu'on a découvert le Québec au début des années 2000. Et on est tous vraiment tombés en amour. Donc c'était pas vraiment nécessairement question de quitter la France, mais plus de vivre là où on se sent bien. Moi j'ai rencontré Kevin à Lyon, je lui ai directement parlé de mon projet et c'est devenu un projet commun. Vivre là où on se sent le mieux dans le monde, c'est vraiment un grand privilège et donc je vous souhaite à tous de trouver cet endroit-là qui vous convient. Mais surtout, j'avais 22 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 31. Évidemment, j'avais pas du tout d'attache, je possédais rien, j'avais pas vraiment de métier stable, donc c'était facile. Y a-t-il un âge maximum? Non, pas vraiment, mais je pense que la personne fait référence à l'EIC, donc l'Expérience Internationale Canada. Ça regroupe 3 programmes, dont le PVT, qui est très connu, le permis vacances-travail, mais aussi le jeune pro et les permis de stage. Et ça, c'est limité à 35 ans si vous êtes français. En fait, c'est des accords entre les pays, il en existe plein, il y a plein d'autres PVT disponibles dans le monde, mais c'est toujours fait pour les jeunes, effectivement. Par contre, il y a d'autres programmes qui existent et ceux-là, ils n'ont pas de limite d'âge, donc tout simplement, demander la résidence permanente dans votre pays d'origine, ça, c'est permis à n'importe quel âge. Nous, on est venu effectivement en PVT. Pour le Canada, c'est un petit peu particulier parce que c'est un tirage au sort à cause du fort nombre de demandes. C'est, je crois, le seul pays qui fonctionne sur un tirage au sort pour les PVT. Et c'est moi qui ai été tirée au sort en tant que conjoint de fait. On avait le droit de venir à 2, mais il fallait que l'un de nous soit tiré au sort et c'est moi qui ai été tirée au sort. Donc ça, c'était en 2017, le PVT, et ça dure 2 ans pour les Français au Canada. C'est un permis temporaire, donc après ça, pour pouvoir rester, il faut faire d'autres demandes. Nous, la méthode qu'on a utilisée, elle est plus possible aujourd'hui puisque les règles se sont un petit peu durcies entre temps. Dans le fond, à l'époque, il fallait 52 semaines de travail à temps plein pour pouvoir faire une demande auprès du Québec pour pouvoir rester en résidence permanente. Et aujourd'hui, au lieu de 52 semaines, c'est 104 semaines. Il y a aussi des catégories d'emploi précises. Je crois qu'il y a même pour l'île de Montréal un salaire minimum à avoir pour être éligible. Enfin, je saurais pas vous dire parce que mes informations sont peut-être obsolètes, ça a beaucoup changé ces dernières années et comme je suis plus concernée, je me tiens moins au courant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est plus possible et je sais que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de rester au long terme. On est devenu résident permanent en 2021 et citoyen en 2023. Donc en tout, ça a pris 6 ans à obtenir la citoyenneté, ce qui est vraiment rapide. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'immigration? Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Pour moi, c'était la partie de résident temporaire qui était difficile, entre guillemets, hein, c'est pas très difficile non plus. Mais disons que être résident temporaire, c'est être sujet aux fluctuations des règles qui changent en cours de route. Et puis ça peut être stressant parce qu'on sait jamais si on va avoir notre demande à temps, etc. Si on a une petite phobie administrative, ça peut être difficile de remplir tous les formulaires, etc. aussi, mais honnêtement, c'est très facile. Il existe même des tutos en ligne pour l'immigration au Canada en français, donc c'est vraiment très facilité. Il
y a des sites et des forums entièrement dédiés à ça, comme le site pvtist.net d'ailleurs que je vous conseille, qui est une mine d'informations. Aussi, nous, ce qui a fait qu'on a eu notre citoyenneté vraiment rapidement, c'est que à chaque fois qu'on pouvait faire une nouvelle demande, on le faisait directement. Il y a beaucoup de personnes qui laissent passer plusieurs mois parce que ils ont une vie, ils ont un travail, ça peut être difficile de faire toutes les démarches. Mais nous, dès qu'on avait le droit de faire une demande, on la faisait la même semaine ou la semaine d'après. Par exemple, pour la citoyenneté, il faut 3 ans sur le territoire, sachant que toutes les années en permis temporaire comptent pour moitié à un maximum de 1 an. Donc nous, on a passé 4 ans en tant que résident temporaire, un peu moins de 4 ans, ce qui est standard. Et donc toutes ces années-là, elles comptent pour 1. Donc à partir du moment où vous avez la résidence permanente, il vous reste en gros 2 ans à faire pour faire les 3 ans. Et nous, la semaine où on a eu ces 3 ans-là comptabilisés, on a fait nos demandes de citoyenneté directement. Est-ce que tu peux parrainer ta sœur? C'est ma sœur qui a demandé ça. Non. Déjà, le parrainage familial, c'est dans la verticalité de l'arbre généalogique, donc c'est parents-enfants, enfants-parents, quoi. Et en plus, il est gelé, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est gelé depuis 2020, le parrainage. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a une forte demande d'immigration, il y a un problème de logement, etc. Donc, a priori, il va y avoir quelques années difficiles pour l'immigration avec des quotas vraiment réduits avant qu'on rattrape ce stress de logement. Est-ce que tu avais déjà trouvé un job quand tu as émigré? Non, pas du tout. C'est un secteur très dynamique, la restauration, dans le monde entier, en fait, quasiment. Donc, ça me serait jamais venu à l'esprit. À 22 ans, avec un petit CV en restauration, honnêtement, on trouve du travail très, très vite. Et de toute façon, personne va vous recruter à l'étranger pour ce genre de métier. Par contre, si vous êtes dans un métier avec des études longues ou avec un CV vraiment impressionnant, là, c'est possible qu'on vous recrute à l'étranger. J'ai trouvé mon premier travail en 4 jours en arrivant. C'était dans une fabrique de croissants, tout simplement. C'était pas vegan. J'étais végane à l'époque. Donc, oui, ça me dérangeait. Je suis restée que 2 mois et après, j'ai trouvé un travail dans un établissement vegan. Mais j'aurais pu faire n'importe quoi, honnêtement. J'étais vraiment juste contente de travailler. C'est le plat réconfortant par excellence. Donc deuxième recette, on va faire un pudding chômeur. C'est un dessert vraiment très classique au Québec, peut-être le plus classique. Ça a été créé à Montréal. En gros, l'idée, c'est un peu comme une génoise qui va être cuite dans un plat qu'on va arroser de sirop d'érable et de crème. Là, tu comprends que le truc est extrêmement gourmand. Pour la base de la génoise, c'est vraiment super simple. Je mets juste un tout petit peu de cassonade. Il y a même des personnes qui mettent pas de sucre dedans parce que vraiment, le gâteau va baigner dans le sirop. Donc farine, sucre, cassonade, bicarbonate de soude, poudre à pâte, c'est la levure chimique pour les Français. J'ai mis du lait de soja, un petit peu d'huile. Moi là, je mets de l'huile d'olive. J'aime bien la saveur de l'huile d'olive dans les gâteaux, mais ça pourrait être une huile plus neutre si vous préférez. Vinaigre de cidre, ça va servir à rentrer en action avec le bicarbonate de soude et permettre de vraiment faire gonfler le gâteau. Pour notre sauce à l'érable, on va mélanger beaucoup de sirop d'érable et de crème végétale dans une casserole. Je sais que vous vous dites que c'est trop, mais non, c'est jamais trop. Et quand c'est chaud, on verse sur le gâteau. Je sais, ça paraît bizarre, mais faut vraiment faire confiance au processus. Et ça va au four 40 minutes. Après, on m'a demandé, est-ce que t'es bien accepté dans les Laurentides en tant qu'immigré? Donc, pour les personnes qui se situent pas, nous, on habite dans les Laurentides depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant ça, on a été 7 ans à Montréal. C'est pas très loin de Montréal. Ici, on est à 1 heure de route. Et c'est une région considérée un petit peu montagneuse. Alors, c'est pas des montagnes très hautes, mais considérée montagneuse pour le Québec. Très sport d'hiver, très plein air, escalade, ski, etc. Pour répondre à la question, en tant que blanc et francophone, on saura jamais vraiment ce que c'est d'être accepté ou non en tant qu'immigré, puisque franchement, la plupart des gens ne font pas du tout la différence. Les Québécois savent qu'on est français de par notre accent dès qu'on parle, mais il y a tellement de Français ici que franchement tout le monde s'en fout. Bien sûr, ça peut exister des Québécois qui aiment pas trop les Français, mais c'est pas du tout quelque chose de général. Il y a toujours des Français qui peuvent faire mauvaise impression à quelqu'un et ensuite la personne va avoir du mal avec les Français, mais c'est pas du tout un sentiment généralisé. La plupart des Québécois adorent les Français, adorent la France et sont même très renseignés sur la France. Donc oui, on se sent totalement accepté, il y a aucun sujet là-dessus. Globalement, les Québécois sont connus pour être absolument adorables et accueillants et pour nous, ça se vérifie. D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais parler du cliché de l'hypocrisie de l'Amérique du Nord, puisqu'il y a pas mal de Français qui véhiculent un peu cette idée que au Québec et en Amérique du Nord, les gens sont hyper hypocrites par rapport aux Français et je suis pas d'accord avec ça. En fait, je vois de quoi ils veulent parler. Ils parlent du small talk, de toutes les petites formules de gentillesse et aussi du fait d'enrober le négatif dans du positif. Mais pour moi, c'est juste de la gentillesse en fait. Faut arrêter de voir l'hypocrisie partout. Bien sûr, quand t'envoies des mails professionnels et que parfois tu vas demander à la personne si ses vacances se sont bien passées alors que vous vous connaissez pas, tu t'en fous peut-être un peu, mais c'est juste gentil en fait. Et ce truc que les Français sont cash alors que les Québécois passent par 4 chemins pour dire quelque chose de négatif, c'est un peu vrai. Souvent, les Québécois sont plus connus pour détester le conflit par rapport aux Français qui sont connus pour être très directs. Mais je pense pas que ce soit une qualité dans certains cas de manquer de tact. En tout cas, c'est vraiment personnel, mais
moi, j'aime cette gentillesse et ce climat bienveillant. Après, on m'a demandé quelles sont tes activités préférées en hiver. J'adore cette question. On est très sport d'hiver, donc les Laurentides, c'est vraiment le petit paradis pour nous. Là, depuis qu'on y est, vraiment, on adore l'hiver encore plus qu'avant. Parce que Montréal, c'est un 10 sur 10 en été, mais c'est un 6 sur 10 maximum en hiver. Alors que les Laurentides, c'est vraiment l'inverse. L'été, un petit peu de problème de moustiques, mais l'hiver, c'est un gros 12 sur 10. Donc depuis qu'on habite là, on s'est acheté des skis de fond. On habite pas très loin du corridor aérobique qui est vraiment connu pour le ski de fond, donc c'est vraiment parfait pour nous. C'est un niveau assez débutant puisque c'est un plat montant au départ et un plat descendant ensuite, donc c'est trop sympa pour se détendre. Et sinon, un truc très sous-coté en France, la luge. C'est trop bien la luge. Ici, il y a des stations de luge. Les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez, parce que chaque année, je fais des stories quand on va à la station de luge. Ça s'appelle des glissades sur tube ici. C'est comme un espèce de pneu et il y a vraiment des remontées mécaniques et des pistes de luge. C'est tout un truc. Je recommande vraiment, si vous venez au Québec, de tenter l'expérience. Comment tu vis le changement de vie entre Montréal et les Laurentides? Eh ben comme ça, en luge. Non mais on adore surtout pour l'hiver et pour l'espace et le fait d'être en maison aussi. C'est la première fois depuis qu'on est parti chez nos parents qu'on est en maison. On s'est acheté des vélos aussi. Enfin, on profite beaucoup plus de l'extérieur, le fait d'avoir un jardin. J'ai commencé mon petit potager, etc. Enfin, c'est une autre vie par rapport à Montréal, même si on adore toujours Montréal. On est à 1 heure de route de Montréal, donc on y va quand même pour les adresses qu'on aime bien de temps en temps. Ça nous fait plaisir et parfois pour le travail aussi. Donc on n'est jamais bien loin et on aime toujours Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en région qui détestent Montréal à cause du trafic, du stationnement, etc. Mais nous, on aime toujours ça. Pas trop difficile de gérer la distance avec la famille en France, le manque. Bah en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de prendre l'avion pour se voir, quoi. Et un aller-retour transatlantique, c'est énorme, l'empreinte carbone. Donc on a conscience de ça. Et nos familles viennent beaucoup. Donc nous, on est allés en 8 ans, on est allés 3 fois en France en vacances. Donc c'est pas beaucoup. Mais par contre, on est allés 2 fois en Italie aussi rejoindre ma famille. Donc ça fait quand même une empreinte carbone. Et puis ma famille vient beaucoup. Donc on a la chance de se voir beaucoup quand même tous les ans. Mais on est conscient de notre empreinte carbone pour ça, malheureusement. Parce que tu peux être parfait dans toutes les autres sphères de ta vie. Vraiment, un aller-retour transatlantique, ça casse tout. Et pour le manque, moi, c'est juste quand ma famille repart d'ici, mes parents et ma sœur, quand ils partent, j'ai une soirée où je joue aux Sims. C'est la seule fois de l'année où je joue aux Sims. C'est ma soirée où j'ai besoin de faire autre chose et de pas travailler et d'être triste et d'être dans ma bulle. Et après ça, ça repart. Avez-vous déjà songé à revenir ? Non, ça n'a jamais été dans la discussion, honnêtement. Habiter dans un autre pays, ça pourrait plus être dans la discussion un jour. Par contre, habiter en France, pour l'instant, ça n'a jamais été dans les plans. Et c'est pas qu'on n'aime pas la France, hein, on aime beaucoup la France, mais plus pour les vacances. Je pense que le pudding est cuit. C'est tellement bon. Et c'est pas trop sucré. Moi, j'aime pas les desserts trop sucrés. Et contrairement à ce qu'on peut penser avec les 250 ml de sirop d'érable, c'est vraiment pas si pire. Ça fait un gâteau ultra moelleux. Et si vous êtes en Europe, c'est vraiment un dessert original à amener chez des amis, puisque la plupart des gens connaissent pas. Dernière recette, on va aller dehors pour ça. Pour la 3e recette, on va faire du maïs grillé au barbecue. J'adore ça. C'est pas juste une recette québécoise, mais plus d'Amérique du Nord en général. Et j'ai fait 2 beurres vegan pour aller avec ça. Un beurre cajun et un beurre aux herbes. On a découvert ça ici quand j'étais petite avec mes parents. Et quand on est rentré en France, on en trouvait quand même en magasin, déjà au début des années 2000, pour en faire à la maison. Mais souvent, ils sont déjà épluchés en France par contre. Je vais finir de répondre à vos questions en même temps. Là, j'ai fait une catégorie un peu plus gastronomie dans les questions qu'on m'a posées. As-tu changé de façon de manger et de cuisiner par rapport à la France? Bah déjà en 8 ans, oui, forcément, j'ai appris des nouvelles choses. J'ai continué mon métier, donc j'ai découvert des nouvelles techniques. Par exemple, je me suis beaucoup formée sur la fermentation ici. C'est quelque chose que je faisais pas du tout au début de ma carrière. Ce que j'aime dans la cuisine d'ici, c'est que les saisons sont très marquées. L'hiver, c'est vraiment l'hiver. Mais les autres saisons aussi. Donc au printemps, on a des vrais produits de printemps qui sont uniques à cette saison. Comme par exemple les têtes de violon. Ça, c'est quelque chose de très québécois. En fait, c'est une partie de la jeune fougère qui se mange à cette saison. On peut les récolter en forêt très facilement. J'ai découvert aussi plein de recettes locales. Je mange beaucoup plus de maïs grillé aussi. Évidemment, toutes les habitudes de brunch et de barbecue qu'il y a beaucoup ici. Mais j'ai gardé aussi mes petites habitudes françaises, notamment l'apéro. Les Québécois font pas assez l'apéro, faut qu'on en parle. En tout cas, mes amis savent que quand ils sont reçus ici, il y aura apéro, plat, dessert minimum. Est-ce que c'est difficile de trouver des bons produits? Ça, c'est un cliché que j'entends beaucoup, que les fruits et légumes sont de mauvaise qualité ici. En fait, comme en France, il y a plusieurs endroits pour acheter des fruits et légumes avec plus ou moins de bonne qualité. Vous pouvez autant aller en grande surface que chez un maraîcher ou par exemple commander des paniers en direct de la ferme ou aller en magasin bio
ou aller chez un discounter. Donc il y a un peu de toutes les qualités, mais il y a plein de maraîchers qui font très bien leur travail, évidemment. Le petit-déj typique québécois, ici ça s'appelle le déjeuner, le repas du matin. Et le vrai déjeuner québécois, ce serait plus pour le week-end, la grosse assiette un peu style brunch en fait, avec des œufs, du bacon, des patates, des fèves au lard et des rôtis. Les toasts de pain grillé avec du beurre, ici souvent ça s'appelle des rôtis. C'est moins utilisé à Montréal ou par les jeunes, mais en région c'est très courant de dire ça. En tant que personne végane, est-ce que tu trouves ça cher l'alimentation? Globalement, les courses alimentaires, ici, c'est cher. Disons qu'à pouvoir d'achat équivalent par rapport à la France, ça va représenter une dépense plus importante dans votre budget. Mais après, par contre, être végane, non, c'est pas spécialement cher. Au contraire, en fait, ici, les fromages, les viandes, etc., c'est vraiment des produits chers. Donc, manger vegan, tant mieux. Pour ce qui est des alternatives au fromage, etc., c'est même pas nécessairement plus cher, honnêtement. Ça, je vais le mettre dans la forêt pour les biches. Il paraît qu'elles adorent ça. Je vais badigeonner les maïs avec les 2 beurres différents. Je vais en faire 2 cajuns et 2 aux herbes. Et après, ça va aller direct sur le barbecue, environ une dizaine de minutes. Ça sent tellement bon. Incroyable. Je suis partie pour tout manger et oublier que je tourne une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes du Québec, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos recettes locales préférées ou que vous aimeriez que je véganise. Si vous êtes d'ailleurs, dites-moi si vous avez fait des découvertes. Je poste une vidéo chaque vendredi où on cuisine et on papote ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!